Salut à tous et bienvenue dans L'Art c'est les autres. Moi c'est Leslie et je pars à la rencontre d'artistes, de critiques ou de galeristes. Et mon but c'est de comprendre les milieux de l'art contemporain et de les décrypter pour ceux qui voudraient y évoluer. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'interview avec l'artiste nancéen Rarej Victor et on va commencer en grande pompe avec le truquisme. Je vous laisse à notre entretien. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai posée un peu par écrit dont tu aimerais un peu développer le... Oui, j'avais une parce que tu m'avais posé une question qui m'a titillé. Ah ouais? C'est quelle est la définition de l'art? Ah oui. Voilà. Et, la plus simple et la plus compliquée. Voilà. Quelle est la définition de l'art? Et comme aujourd'hui, je constate que tout le monde fait des trucs. Hein. Parfois le truc c'est une peinture, parfois le truc c'est un objet, parfois le truc c'est une nouvelle forme qui interroge, qui sait quoi, le design, peu importe. Je me suis dit, est-ce que le truc accepte le isme, hein? Donc le truquisme, voilà. Donc le truc c'est vraiment les petits bouts, ces éclats un peu personnels où tu sens qu'il y a une vision. Ouais. Et chaque fois que tu vois un truc, mais on va dire un objet, une création, tu vois la personne et tu te dis, sera-t-elle capable de faire la suite? Hein, parce qu'on voit souvent, par exemple, il y a un artiste, il a créé un objet qui est magnifique. Un truc. Ouais. Et d'ailleurs, il te dit, c'est un truc, je suis passionné par telle ou telle chose. Non, mais tu comprends, il faut rentrer dedans parce que c'est une subtilité. Donc, t'expliques exactement la subtilité de l'élément. Et effectivement, si tu veux voir dedans une suite, ben, elle est impossible parce que c'est un schéma qui, par lui-même, il est un peu fermé. Et qu'est-ce qui se passe alors si c'est des éléments un peu solitaires? Ces éléments un peu c'est comme des navettes spatiales qui tournent autour de la Terre comme ça. Qu'est-ce qui se passe si cela finalement représente une maille et qui est en elle-même, par le fait qu'elle récupère tout ce qui est intéressant, crée une sorte de matière. Et puis toi quand tu les vois, comme tu peux pas voir d'autres matières dedans, tu dis comme c'est seul, ça vaut rien. Enfin, c'est un peu élément qui se font par lui-même. Oui. Et qu'est-ce qui se passe en fait si tous ces éléments disparaissent sont finalement une maille? Voilà. Ouais, parce qu'en plus, dans le truc, il y a le truc que tu fais à des heures perdues, quoi. Est-ce qu'on peut créer finalement à d'autres moments qu'à des heures perdues? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que le point de départ, c'est souvent un truc. Oui, c'est souvent un truc, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il continue le nerf de la création. Ouais. Il n'est pas très visible, il n'est pas très clair. Par contre, la chose, à un moment, elle est bien lisible. Elle est définie, elle est intéressante, en tout cas, elle est magnétique. La personne finit bien, souvent. La personne finit bien, c'est un peu comme un coup de folie. C'est un peu comme une sorte d'emprise, comme ça, sur l'acte créateur. Donc, la personne s'applique, va faire, ça peut être des trucs dingues. Mais d'ailleurs, quand t'en fais, t'as beaucoup de mal à donner du crédit à ce que t'as fait. Mais peut-être qu'il y a une déception. C'est le fait que c'est pas une direction. Que c'est pas un truc que tu peux refaire des mains. Tu vois, il y a une espèce de reproche, un peu comme si toi, tu as fait une opération sur le cerveau à quelqu'un, tu l'as sauvé, la personne est vivante. La personne est vivante, est géniale, enfin, tout le monde regarde, tu dis, comment tu as fait avec tes petits doigts? Ben oui, je l'ai mis dedans, je malaxé un peu. Bah, je suis sorti. Ouais, c'est une image. Oui, bien sûr. C'est une image, et puis, voilà, la personne est, du coup, est géniale. Guéri, bon, voilà, bref, tu dis pas que tu mais tu dis juste, voilà, je sais pas, j'ai mis le doigt là-bas, j'ai appuyé, bon. Imaginons que la création, que tu crées une œuvre, qui pour toi, elle est un peu ovni, tu vois, elle vient d'un peu de nulle part, et après tout le monde te reproche de ne pas être ça demain matin. Dans les écoles d'art, on me reproche souvent, oui, les écoles d'art, les artistes sont un peu fous, ils font ci, ils font ça, on comprend rien, c'est n'importe quoi, ils fument trop, etc. Ce qui est peut-être vrai, hein, je dis pas le contraire, mais ils ont une attitude quand même des chercheurs, et je trouve que le truc, c'est souvent un programme. Mais c'est un programme... Le truc, voilà. Tu veux dire la solution? Ah, le truc, oui, le truc. Le truc en lui-même, oui, aussi la solution. C'est un programme, en fait. Sauf que c'est un programme avec une sorte d'expiration. Et moi, j'aimerais bien que ces éléments, ces ovnis, cette maille invisible, il me semble que ça peut devenir un courant artistique. C'est vraiment une concentration très précise des créateurs. Ça peut être sonore, ça peut être autre chose, ça peut être vraiment des expériences à la limite du sensible. Concrètes. J'aimerais beaucoup voir et avoir une vision plus globale des créations plus ou moins inattendues.
Je dis même que dans les collections qui existent aujourd'hui, presque des musées historiques, des éléments inattendus, même les cabinets de curiosité, tout ça. Ou les bousillés aussi. Voilà, les bousillés du travail que tu connais si bien, dans le verre et tout ça. Donc tous ces éléments, peut-être qu'ils représentent finalement un vrai monde. Et quel joli défi serait de les voir un peu plus et se dire, tiens, c'est ça le nouveau courant. Parce qu'on a toujours reproché, par le courant, on voulait toujours que ce soit une technique, une façon de faire. Ouais, tout à fait. On fait ceci, on fait cela. Mais si... Ou alors, ce qui est un peu pareil, d'être contre une technique aussi. Oui, ou alors un contre-courant, oui. Les hyperréalistes contre qui sait quoi. Oui, mais et qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, la maille, elle serait ce type de concentration dingue, un peu de projets fous. Et je trouve que même l'idée des collections aujourd'hui, des gens qui font des collections un peu inattendues, c'est à peu près ça. Par exemple, quand tu me demandais quelle est la façon de survivre aujourd'hui, me semble que ce qui est important, c'est faire survivre ces idées les plus fous, tu vois, les plus difficiles, mais aussi dans la justification. C'est-à-dire, elles sont injustifiables. Elles n'ont pas un terre favorable. Elles n'ont pas la terre favorable. Elles n'ont pas quoi? Une terre favorable, un terreau favorable. Oui. Donc ils n'ont pas un cadre de vie qui est privilégié. Ouais. Donc tu es obligé un peu de mettre un peu des engrais, tout ça. Ouais. Donc tu es obligé de préserver. Et puis en même temps, je pense qu'aujourd'hui on a une responsabilité. Moi je me sens souvent responsable quand je vois un élément comme ça, de le préserver. C'est pas le mien parfois. Hein. Et je me dis, telle personne a fait ça, mais c'est un peu dingue. Je dois lui dire. C'est peut-être important, c'est peut-être pas si petit que ça, tu vois. Et ce que je trouve triste, parfois il y a des gens comme ça qui ont des intuitions, bon, certes ils ont fait qu'une œuvre, à la limite, serait-il grave si quelqu'un crée une seule œuvre dans sa vie? Peut-être pas. Et on voit bien, avec plutôt des grands collectionneurs, eux ils se rendent compte quand une chose a un projet tellement serré au niveau de l'importance, qui comprennent très vite que c'est important, ils savent pas tout à fait pourquoi. Bon, ils ont l'aisance financière, donc du coup, ils règlent le problème. Et ils se donnent le temps d'y réfléchir. Et je trouve ça assez intéressant. On a aujourd'hui même des grands patrons des entreprises qui, finalement, plus rien ne les amuse. Même la technologie, tous ces trucs-là, à un moment, bon, ça les gave un peu. Et ils vont acheter un truc qui vont se rapprocher tous les jours et ils vont le regarder. Et ils vont se dire, le truc est quand même génial. Ça veut dire... Oui. Avec toutes les expériences qu'ils ont, les trucs qu'ils entendent, les trucs qu'ils voient, les trucs qu'ils goûtent, la gastronomie, tout ce que tu veux, vont regarder l'élément et vont dire chaque jour, waouh, c'est quand même génial. Il y a quelque chose de l'ordre du dingue, mais cohérent. Et donc, je trouve ça hyper intéressant, comme cette chose qu'on reproche est finalement peut-être la chose la plus intéressante. Voilà. Peut-être une sorte de maille un peu fascinante. Donc aujourd'hui, je pense que pour nous les créateurs, l'opportunité dépend de ces personnes-là qui préservent et qui soutiennent ce type de folie. Ouais, tout à fait, ouais. C'est un peu ce que tu as fait avec ta galerie, ta galerie atelier. Oui. C'est parce que c'était des choses que je voulais pas les voir perdues. Tu voulais les sauver. Je voulais les sauver, ouais. On parlait aujourd'hui aussi de qu'est-ce qu'un artiste doit faire pour survivre, comme il a plusieurs enveloppes, cet artiste. Les artistes qu'on est, on a des enveloppes qui sont parfois juste nerveuses. On a des enveloppes il faut les nourrir. On a des enveloppes où il faut laisser une certaine dérive. Ouais. Hein. Des enveloppes un peu poétiques qu'il faut un peu bichonner aussi. Et on a aussi des enveloppes où on a des choses importantes à transporter. On sait pas trop comment les transporter, on sait pas trop comment les préserver. Donc, oui, on doit survivre aussi sur des critères qui parfois on sait même pas le domaine. Voilà. Et ça interroge. Et ça donne des pistes de réflexion et on s'est dit que si finalement tous ces éléments devenaient la maille à suivre, les choses paraissent assez simples. On sait pourquoi on crée, du coup on sait pourquoi on se relie avec des gens, parce que un créateur, on va toujours lui reprocher soit d'être trop seul, soit d'être trop avec les autres. Oui. On va toujours lui reprocher, mais par exemple, il sera en train de faire la fête avec les copains, on va lui reprocher qu'il est pas seul dans son coin en train de dessiner. Ouais. Or, quand il est en train de dessiner, on va lui reprocher de ne pas être avec les autres. Mais lui, il est avec un décalage d'un point. Et en fait, quand il est là,
il est déjà en train de préparer le demain. C'est un peu comme avec les parents qui vont reprocher aux enfants. Quelque chose que c'est eux-mêmes qui ont mis en place Voilà. avant. Exactement. Ouais. Et donc on a toujours un décalage, et ce décalage-là, il est assez un peu malsain aussi parce que il perturbe l'état actuel, et il met en doute on va dire le projet interne de la personne, qui est finalement je trouve assez bien fait, survie. Voilà. Et je pense qu'on survit assez bien. Mais nous, la priorité, c'est comment faire pour sauver nos meilleures idées. Ouais. Comment faire pour préserver, comment faire pour se donner des occasions, comment faire pour donner aux autres des occasions. Et voilà, peut-être que dans tout ça, bon après peut-être ce serait pas mal qu'on trouve des gens et des institutions et d'autres, ce qui est aujourd'hui important, mais je pense que nous on a autant les scientifiques, on leur reconnaît leur domaine de recherche. On dit bon, ils travaillent sur le vivant, ils travaillent sur la micro machin, ils travaillent bon, mais nous en fait on sait pas pour qui on travaille. C'est bizarre. Oui. On n'a pas de patron. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de sous-entendus, hein. Enfin, pas de sous-entendus, pardon, de non-dits. Entre les choses qu'on sait pas si on doit les dire ou pas, entre, tu vois, le prix d'une résidence, par exemple, tu vois, il y a énormément de... Et comment tu penses te positionner, toi, vis-à-vis de ça? Moi? Oui. Quand tu auras la question, il y a la question du non-dit, mais il y a la question de la question. C'est-à-dire que quand tu la poses, quand même. Ben moi, je crois que je me rends compte que je suis coincée un peu entre deux faces d'une médaille, c'est-à-dire la face de l'autodidacte et de celui de l'art officiel. Donc l'art officiel qui n'existe pas, tu vois, vraiment. Enfin, non. Elle existe, mais elle a des apparences. Disons que l'art officiel existe, mais l'artiste officiel n'existe pas. Et puis en même temps, cette incapacité totale que j'ai eu à profiter de ce qu'on m'a offert au Beaux-Arts, qui me met un peu dans cette position d'autodidacte, tu vois. Oui. Ouais. Et puis la troisième chose, qui est peut-être ce qui colle les deux ensemble, c'est que très tôt j'ai su que je voulais être artiste. J'avais 5 ans, tu vois, en voyant une exposition d'art brut. J'ai fait le choix à un moment donné que, en suivant cette voie artistique, j'ai abandonné la voie de la sécurité financière. Et tu l'as accepté. Et je pense que je l'ai accepté. Et est-ce que tu crois que, par exemple, quand tu fais des actions qui sont un peu, qui adoucissent un peu cette réalité, ça veut dire que tu es en train de monter des projets pour soutenir à la fois ta création, mais aussi la création, donc des artistes. Ouais. Est-ce qu'elle n'est pas aussi quelque part en train de vouloir faire une descente plus douce un peu entre les deux? Ouais, tout à fait. Parce que c'est beaucoup plus facile de protéger l'œuvre des autres. Et quand tu protèges l'œuvre des autres, t'apprends à protéger la tienne. Et en fait, c'est pour ça que je dis qu'entre artistes, on peut pas être vraiment concurrent. Oui. On peut que. Oui, t'es dans une complicité, même si elle n'est pas si liée à l'idée de complicité, mais elle est quand même dans ça interagit. En fait, il y a qu'une chose qui génère une concurrence entre artistes, c'est le fait que en France, l'État a un grand pouvoir sur la culture et que pour moi, c'est un problème. C'est un problème parce que ça évite la biodiversité artistique et en plus, ça crée une concurrence entre les artistes. Alors que concurrence, il n'est pas censé y en avoir. Et tu vois, quand j'ai lu un livre, il y a le guide de l'artiste il me semble que c'est Frédéric Brière, qui a écrit ce livre, et il dit à un moment, il y a vraiment un rapport dans les pays chrétiens, on n'a pas du tout le même rapport à l'art que dans un pays protestant ou dans un pays juif. Il parle plus concrètement des protestants. Il dit, dans cette vision collective, quand tu as de l'argent, c'est que Dieu te trouve cool. Et tu vas mettre l'argent où? Soit dans la santé, soit dans l'éducation, soit dans l'art. C'est normal. Et c'est un prêté pour un rendu presque. Oui, si tu as de l'argent, tu vas le redonner. La et personne a été cool. choisie, donc voilà, donc elle se sent responsable, donc elle. Puis voilà, t'as de l'argent et voilà. En France, tu vois par exemple, le FRAC achète une pièce, c'est le seul domaine de l'État qui a autorisation de ne pas donner le prix des œuvres qu'il achète avec de l'argent public.
Tu vois, c'est quand même qu'il y a déjà il y a déjà presque une névrose étatique, quoi. Oui, il y a déjà un malaise sur ça. Ouais. Parce que ça peut baisser la cote de l'artiste, parce que ça veut dire qu'ils achètent en dessous du prix du marché. Ça veut dire qu'ils l'achètent au-dessus. Enfin, à la limite, c'est pas grave, mais pourquoi? Enfin, c'est pas grave, je sais pas. J'ai pas cette connaissance-là, mais en tout cas, il y a des névroses, ça génère des névroses, mais particulièrement en France, je pense. Là où l'État a décidé de mettre il a une emprise qui est importante, et il y a un monopole, mais qui doit perturber aussi les galeries et tout ça. Mais je pense que ça profite à personne. Ils doivent être tous un peu mal à l'aise avec ça. Oui. Ça a certainement été important de mettre ça en place il y a 40 ans ou 50 ans quand ça a été mis en place. Mais aujourd'hui, ça profite à personne. Mais c'est quand tu dis ça, je trouve qu'aujourd'hui comme j'organise aussi une biennale d'art contemporain, et on est en train les 6 week-ends d'art contemporain que j'ai initié en 2012. Aujourd'hui, par exemple, on a du mal à tenir une chose, c'est faire payer à l'artiste qui expose, que c'est une œuvre ou plusieurs, à lui faire un petit forfait. Pour venir exposer, tu veux dire? Oui. Ou qu'il reçoit quelque chose un peu comme un droit d'exposition. On l'a appelé ça comme ça parce qu'à un moment, il y avait une confusion entre droit d'auteur et droit d'exposition. Droit d'auteur, c'est autre chose. Donc là, j'étais en train d'échanger avec la FRAP, la fédération qui réunit beaucoup d'associations d'art contemporain, et eux, ils posent la question: connaissez-vous ces droits? Utilisez-vous ces droits? Voulez-vous savoir plus? Et tout le monde est étonné quand l'artiste dit, on n'est jamais payé. Tout le monde a l'air, oui, mais vous vendez les œuvres. C'est comme si le boulanger, il te donnerait du pain gratuitement, et puis de temps en temps, quelqu'un lui achète quand même la boulangerie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est assez étonnant de la lutte qu'on doit avoir pour qu'une institution donne quelque chose. En plus, par le système associatif, on a le droit de recevoir, donc on peut. Mais sinon, une personne autonome, un artiste, ne peut pas recevoir de l'argent de l'État, ne peut pas recevoir de l'argent de la ville, ne peut pas recevoir. C'est-à-dire, il y a tellement de lieux où il ne reçoit pas. Et alors que les médiateurs sont payés, que les gardiens sont payés, que les encadreurs sont payés, ils vont payer tous les techniciens, tout à fait, tous les techniciens du monde, ils vont les payer tous, et à la fin il y a tout ça. Et en plus, on ne doit pas montrer et là ça complète parfaitement ce que tu dis. On ne doit pas mettre le prix de l'œuvre. On ne doit pas mettre, donc il y a toutes sortes de non-dits. Alors là, parce qu'en plus, je suis même pas sûr qu'il existe une loi qui dit on fait pas ça. Je suis persuadé que non. Mais on joue le jeu parce que c'est comme ça. Et donc, quand tu crées une manifestation, tu essayes de créer une habitude de dire, tel artiste, il va recevoir 150 € ou 100 €, qui est franchement tellement peu que tu as honte de le dire. Oui, tout à fait. Mais on a du mal à le positionner comme un devoir. Et or tout le monde est conscient que effectivement l'artiste doit bien vivre de quelque chose, de quoi il va vivre. Alors chaque on lui dit mais il faut faire de l'événement, hein. Donc voilà, cette année on fait ci, demain on fait ça, et ça veut dire lui il va créer un peu à la tâche, il va créer des œuvres qui sont sous le thème de, à savoir la nature, la culture, tout ce que tu veux, qui en plus ne peuvent même pas survivre tout seul après, parce que qu'est-ce qu'il va faire avec ces œuvres qui sont grandes, moches, se sont abîmées, parce que donc je trouve qu'il y a quand même des points, qui sont embrouillantes. Voilà, qui sont embrouillantes, et puis l'artiste. Ouais, puis qui se contredisent, quoi. Tout à fait. Alors quand tu vas parler avec des gens qui sont dans l'administration de certaines institutions qui achètent, ils sont toujours très mal à l'aise à te parler des choses quand tu déposes des dossiers, qui fait la demande. Par exemple, moi, je suis contre l'idée que les artistes envoient des dossiers tout le temps aux institutions pour demander telle ou telle chose. Pourquoi pas les institutions feraient pas un travail de recherche des artistes qui sont ça? Et ils feraient un dossier pour... C'est même pas qu'il ferait un dossier, il ferait un déplacement, il voit la personne et il lui accorde tel ou tel prix. D'ailleurs, même les associations, les fondations, ça devrait fonctionner comme ça. Je trouve ça beaucoup plus sain qu'envoyer des dossiers à ne plus en finir, pour qu'après tu te dis, on est désolé à vous annoncer que vous avez été refusé, mais faites la démarche et choisissez-moi quand vous le souhaitez, mais ne me parlez pas, ne me demandez jamais, ou ne demandez pas aux artistes de vous envoyer des participations que vous savez que vous allez refuser. Ouais, et en même temps, je comprends ce que tu veux dire, et en même temps, il y a quand même ce côté, toujours de l'artiste dans son atelier, et venez me chercher, quoi, tu vois. Oui.
Mais comment il va faire autrement? J'ai pas de solution, hein, mais voilà. c'est vrai qu'il y a quand même, que c'est un peu dual, quoi. C'est soit l'artiste qui va chercher, soit c'est l'institution qui va chercher l'artiste, et dans les deux cas, il y a des pertes, quoi. Oui. Et les gens ne sont pas forcément payés, donc c'est... Ou alors, je sais pas, on considère que les artistes ont une somme à l'année parce qu'ils ont fait tel ou tel. Il y a bien des scientifiques qui sont payés parce qu'ils ont fait autant de manifestations à l'année. Oui, tout à fait. Pourquoi les artistes, surtout que c'est pas des millions non plus, il faut pas déconner. Les artistes payent des droits, ils payent des trucs, ils payent des choses, des taxes et tout ça. Bon, très bien. Mais pourquoi pas, il y aurait pas aussi pour leur activité? Parce qu'ils font de l'activité, ils créent, les gens viennent, ils voient des expositions. Nous, on fait des sites internet. C'est gratuit. Tu cliques dessus. Tu vois tout. Il y a pas une image qui cache une autre image, non. Tu cliques, tu vois un truc, tu agrandis, tu peux même la glisser sur l'ordinateur, tu peux la regarder plus tard. Tu vas en exposition, ben, tu sais, tout est gratuit. Bon, sauf des institutions qui sont payantes, mais c'est pas la faute des artistes, hein. Ils exposent dans des lieux qui sont payants. Mais, ça veut dire que les artistes, souvent, ils montrent tout sans rien. Ouais, tout à fait. Mais bon, un musicien, il va faire le concert en entier pour dire après, ah non, mais si vous voulez, vous mettez un petit taureau. C'est pas l'église, hein. C'est pas... C'est ça. On n'est pas à la cathédrale. On fera une messe la prochaine fois. Oui, c'est ça. On fait une messe artistique. Tu vois, par exemple, il y a une chose aussi que si tu fais un truc podcast, intéresse-toi aussi à ça. Aujourd'hui, le livre numérique. Eh oui. Le livre numérique, il y a un vrai boom avec ça. Ah bah oui, c'est super. Hein. Et bientôt. J'ai commencé à en écrire. J'ai fait un carnet d'œuvres. C'est-à-dire, c'est un carnet où tu notes tes premières impressions. Tu peux revenir dessus. Tu colles quelques photos ou tu notes. Tu développes vraiment une histoire de la chose. Et qu'est-ce que t'as ressenti? T'es parti de quoi? T'es arrivé à quoi? Et puis ensuite, tu sais, à chaque fin de truc, quel temps t'as passé pour pouvoir budgéter mieux, arriver à voir quel texte t'as écrit, par où je suis partie, tu vois, tu as créé une sorte oui, tu t'as créé une liste, enfin comme un parcours. Un carnet d'atelier, ouais. Comme un parcours, comment tu adaptes, tu as vu le truc, tu as dit, il y a un problème, il faut régler ça, on a telle entreprise, on a tel problème. Exactement, quel fournisseur, voilà. Tu vois. Donc tu l'appliques sur la création. Ouais, exactement. C'est et puis quelle personne il y a aussi ça, moi, je me rends compte, tu vois. Il y a des gens, j'en ai peu, quand, ils créent de la création. Il y a des gens, quand je suis bloquée, ça peut me faire que du bien. Oui. Tu vois. Je comprends. Et il y a des gens que j'adore, mais qui me bouffent. Ouais, qui vont te bloquer. Ou qui me bloquent plutôt, oui. C'est pas eux qui me bouffent, je sais pas. Peut-être non, ils vont te dire la chose qui fait que tu n'avances plus. Mais tu sais, moi je te cache pas, hein, avec le temps, on finit par ne plus rien dire. Ah ouais? Ouais. C'est horrible, hein. Parce que ça veut dire en fait, tu ne peux pas dire l'idée dans sa première forme. Ça veut dire que si tu l'as dit dans la première forme et quelqu'un te la tue, ouais, c'est vrai. Tu sors le bébé devant, sabre dedans et en toi. Oh, merde. Ouais, mais ça m'arrive tellement de fois, oui, c'est vrai. Oui. Hein. Et en fait, ce que j'ai compris, tu vois, il y a des gens qui sentent que la chose est vulnérable et ils vont pas juger ce que tu es en train de dire, ils vont juger la vulnérabilité. Tu dis, mais oui, il est nul le truc, quoi, je te le sors. Ouais. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'empaler le truc. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dis plus. Et tu vois, si tu as la vision là, tu te dis, une création, tu peux en parler uniquement quand elle peut se défendre elle-même. Ouais. Et c'est drôle parce que du coup, quand tout à l'heure tu me disais quel conseil tu te donnerais, moi c'est vraiment ça, tu vois, les Beaux-Arts c'était vraiment un endroit super, quoi. Il y avait des gens super, mais il y avait aussi des incroyables tueurs de trucs. Oui. Je crois que ce qui m'aurait aidé, mais quelqu'un me l'aurait dit, je l'aurais pas écouté, mais c'est juste, trouve la personne qui te fait du bien. Et suis-là le temps de sortir de là. Tu vois? Je comprends parce que mon assistante de Bucarest, pour moi, a été aussi comme ça. Une personne silencieuse en soi, mais qui, dans le cadre pédagogique, a assommé. Ouais. Et en fait, c'est important. Parce que si tu dis rien, le vide, très vite, finit par être du vide. Par contre, le vide type, fais attention à ça, ne te laisse pas, ça te permet, quand tu travailles, de comprendre l'intérêt par étapes. Après, une fois que tu vas trouver un peu tes certitudes,
Tu auras ton mécanisme de protection, tu vois. Et quand tu développes ton mécanisme, bon, après, il deviendra autonome en lui-même et tu peux éventuellement éjecter des trucs, tu vois. Ce qui me semble la chose la plus difficile, c'est travailler en vide. Tu vois. Moi, ça m'étonne quand même quand je vois des gens, par exemple, quand ils sculptent, tu leur dis, mais tu suis quoi exactement? Aucune idée. Je suis inquiet pour eux, tu vois. Parce qu'en fait, la sculpture, c'est aussi un truc où il se passe des choses. Ouais, tout à fait. Tu vois, tu tournes le truc. Chaque centimètre que tu tournes, la chose ne résiste pas à l'air. Tu te poses des questions sur la découpe, sur le vide. Ouais, mais d'ailleurs, c'est très dangereux d'imaginer la création comme si qui sort de nulle part. Là, j'ai créé des tiroirs. Tu vois, c'est apprendre à sortir les choses des tiroirs. Et là, je me sens un peu étouffé. C'est que il y a beaucoup de projets qui sont compliqués, concrètement. Pas parce que ça demande du travail. C'est pas le travail qui est le problème. C'est soutenir le contexte le plus longtemps possible, favorable. Tu vois. Si tu dis à quelqu'un, il te faut deux minutes pour travailler, bon, tu lui donnes les 2 minutes. Mais quand tu dis à quelqu'un, il me faut 10 ans, ça change tout. Il me faut 10 ans parce que tel projet, j'avance à peu près 1 mois tous les ans. Donc, il va monter d'1 an en 10 ans. Parce que même si tu apprends à faire bien certains trucs, tu te rends compte que tu l'as fait 3 fois pour le faire bien. Ainsi de suite. Et aussi, quand tu as une idée nouvelle, tu ne peux pas la raconter, sauf avec des gens de confiance que tu détectes toi-même. Parce que sinon, la création finit mal ou finit à la poubelle. Alors, il faut toujours choisir sur quoi on passe le temps. Et il faut essayer de se motiver à travailler toujours un peu. Ça, c'est très important. Essayer de travailler toujours un peu. Alors, c'est vrai qu'on se fait beaucoup happer par des trucs, mais tu sais, pour moi, c'est pas une corvée. Ça me plaît. Parce qu'en fait, quand je travaille pour les autres, je travaille aussi pour moi. Bon. Mais en même temps, en aidant l'autre, je m'aide aussi parce que je me dis, oui, il a tel problème, comment on fait? Bah, ça pourrait faire comme ça, c'est pas mal. Et puis en même temps, j'ai un déclic pour un de mes projets qui sont les plus compliqués, que j'arrive pas. Et tu dis, il te manque le matériau, il te manque l'entreprise, il te manque le lien. Tu vois. Et là, tu le trouves et tu dis, voilà, j'ai fait ça, tu savais pas du tout que tu vas t'aider. Et puis à la fin, tu dis, en fait, ma solution, c'est ça. Ça t'a musclé la créativité. Tu restes actif. Tu vois. Donc, poursuis tes idées. Parfois, c'était pas très simple, fais-le. Compliqué, pas fais-le. Ça t'amuse, fais-le. Ça t'amuse pas, fais-le. Et par exemple, là, en ce moment, tout le travail de ces week-ends, là, je suis en train de... C'est la nouvelle idée, tu vois. Certains savent pas. En fait, ce qui m'intéresse maintenant, peut-être, c'est plein de choses qui ont été faites. Essayer maintenant de prendre... Parce que ce week-end, c'était un peu comme un laboratoire. Et maintenant, prendre certains expos qui ont été faits, qui étaient peut-être parfois très petites, juste d'autres indications, et les agrandir. En trouvant d'autres artistes encore, d'autres influences, d'autres trucs. Même les artistes qui ont fait les œuvres, peut-être les encourager à faire encore d'autres, à faire quelque chose de plus cohérent, et les exporter. Comme des expositions clés en main. Et ça, je trouve ça très très intéressant. Et je prends de tous ces super conseils et puis je te remercie Victor pour ta sincérité et ton partage. Voilà, je vous remercie de suivre cette émission et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cette émission. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.